Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on adore les chicken burritos. Salut, moi c'est Marie et je crois que ce film a trouvé la solution au chômage des seniors. Et moi c'est Anaïs et fuck yeah! Cette semaine, on a découvert un film qui m'est très cher, Battleship. Et on avait enregistré un petit lancement la semaine dernière avant que tu découvres le film. On découvre un film que j'adore, que je n'ai pas revu depuis très longtemps, donc j'ai peur qu'il y ait un effet burlesque qui soit à l'œuvre. Mais ça a été une immense expérience de cinéma pour moi quand je l'ai découvert. C'est Battleship. Pour moi, c'est avec Burlesque, c'est le premier film auquel j'ai pensé quand on a commencé à envisager cette saison Navet au chef-d'œuvre, parce que c'est un très grand plaisir de cinéma, tout en sachant que c'est un film qui ne méritait pas d'exister. Concrètement. Qu'est-ce que tu sais sur Battleship ? Je sais que c'est avec Rihanna et je sais que ça se passe dans un sous-marin. Et c'est tout. Si tu devais imaginer l'intrigue de ce film. Est-ce que c'est une adaptation du jeu Battleship ? C'est ça ? Je me souviens plus. Battleship qui est la bataille, en fait. La bataille navale, ouais. Donc, j'imagine que c'est un sous-marin de guerre, vu que ça s'appelle Battleship, et que donc ça doit être des Américains dans un sous-marin de guerre, et soit ils sont en guerre contre quelqu'un, soit ils sont bloqués quelque part, et il y a des problèmes ils sont bloqués, quoi. Donc, le film est sorti en 2012. Il y a Rihanna dedans. Est-ce que tu as une idée de qui il pourrait y avoir d'autres dedans ? Alors, vraiment, vraiment pas. Disons qu'il y a au moins en plus de Rihanna, il y a au moins un autre choix de casting qui est très 2012. Très 2012, d'accord. Ouais, qui est un acteur de série. On a 2 acteurs de série dans ce film, et je pense que tu seras très très contente de découvrir les 2. David Schwimmer ? Non. Il y a un élément, en fait, le problème c'est que si je te montre l'affiche, il y a un autre élément que tu vas découvrir sur ce film. Mais je pense que ça vaut le coup. En plus, je te l'ai déjà dit en vrai, mais t'as oublié. Je vais te montrer l'affiche, t'es prête ? Ouais. Ah, putain, comment il s'appelle lui déjà ? Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Liam Neeson. Waouh. Et alors, attends, il y a des extraterrestres ? Non. C'est quoi ? Le combat pour la Terre se gagnera en mer. Ok. Et c'est après Transformers, d'accord. Il y a des vaisseaux spatiaux, des extraterrestres. Ouais. On va s'arrêter là, on va aller voir le film. Et j'espère que ça va te plaire et que c'est aussi bien que dans mes souvenirs. On est de retour. On a vu Battleship. Et honnêtement, au début, j'avais très très peur. Quand on a lancé le film, je te sentais pas vraiment dedans. Je sens que ça va me gonfler. Ah non, il va se battre avec l'autre, là. C'est naze. Je vais prendre mon pull. Trop bien, c'est débilos au possible. Mais qu'est-ce qui est débilos ? Oui, Anaïs. Putain, les garçons de 12 ans doivent adorer ce film, en fait. Bon, est-ce que tu peux arrêter de me comparer à un garçon de 12 ans ? J'ai des goûts très raffinés, s'il te plaît. Ouais, c'est vrai, Fast and Furious. Et très féminin. Moi, je dis pas que tes films, c'est pour les filles de 12 ans. Tu pourrais. J'assume totalement le fait que la plupart des films que j'adore sont des films pour les filles de 12 ans. Il n'y a pas de problème. Et ce film, spécifiquement Battleship, est un film pour des mecs de 12 ans, ou 12 ans d'âge mental, mais c'est génial. Mais c'est aussi un film pour nous. Ouais. C'est un peu le plot twist qui m'a rendue très très heureuse. C'est que je crois qu'on vient de trouver le premier film de cette saison qui nous met vraiment d'accord toutes les deux. Même Yann nous a mis un peu, non ? Celui-là plus quand même. Ouais, non, oui. En fait, ce qui est marrant, c'est que ma réaction du début, c'est parce que je m'attendais à un navet, mais c'est pas du tout un navet, c'est génial. Bah, je suis bien d'accord. C'est trop bien. Bah ouais. Après, moi, je suis fan, j'adore les films d'action de ce genre. J'adore les films du dimanche soir, en fait. Et c'est un peu un film du dimanche soir, tu vois. Ouais, ou comme disait Xavier Lacaille dans l'épisode du Pacte des loups, c'est un nanar, en fait. Et c'est un excellent nanar. Mais en fait, ça reprend... Enfin, pour moi, ça m'a fait penser à Independence Day ou ce genre de film où c'est pas génial, enfin, très clairement, quand tu... Mais c'est génial. Independence Day, c'est trop bien. Il y a Bill Pullman dedans. Et Jeff Goldblum, qui était dans tous les films de l'époque, comme l'expert scientifique. Mais ouais, non, c'est trop bien, Battleship. Je le reverrai avec grand, grand plaisir. Je suis ravie. Navet ou chef-d'œuvre ? Navet ou chef-d'œuvre ? Navet ou chef-d'œuvre ? Naouch ou chna ? Navet ou chef-d'œuvre, du coup ? Ah bah, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre d'action. Voilà, je crois que là, c'est vraiment ma plus belle victoire pour l'instant. Chef-d'œuvre de la propagande militaire américaine. Exactement. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce film ?
C'est un film qui se prend pas au sérieux, en fait. C'est un gros truc de bourrin, d'action, mais vraiment un gros truc de bourrin qui fait appel à tes instincts, on va l'entendre, hein, les plus bourrins et les plus basiques et les plus cons. Mais ça fonctionne, en fait. Et c'est très fun. Et surtout, la deuxième moitié et le choix final de ramener les papilles, là, c'est incroyable, en fait. C'est génial. Et ça appuie sur des boutons. Je pense que j'ai un côté, et on a un peu le même, toi et moi, on a grandi avec une espèce de culte de l'Amérique, quand même. Même en ayant aujourd'hui un recul beaucoup plus critique. Je pense que t'es pareil que moi. On a grandi en regardant énormément de films et de séries américaines, en étant un peu nourri à ça, quoi. Ouais. Et en fait, du coup, ça fonctionne, mais grave chez moi, même si je sais que c'est de la propagande pour le complexe militaro-industriel américain. Ouais, je suis là, ouais, l'Amérique, on y va. C'est complètement débile. Je sais que c'est débile, hein. C'est vraiment, ça fait appel à mes instincts les plus bas, mais ça y fait très bien appel. Donc ça fonctionne très très bien. C'est quoi ton rapport au film, toi ? Moi, j'ai découvert ce film en salle avec des amis. En France ? Je sais plus si c'était... C'est sorti en 2012, donc je pense que c'était en France. Mais c'était peut-être aux États-Unis, parce que c'était à une période où j'étais beaucoup entre les deux. Et je me souviens juste que je l'ai vu avec des amis, et dans mon souvenir, c'était des amis hommes. Et il y a vraiment eu exactement ce que tu as eu aussi quand tu l'as regardé chez moi la dernière fois, c'est qu'on était complètement survoltés pendant le film. Je trouvais ça vraiment génial. Au début, en fait, tu dis, bon, c'est un peu nul. Et Oui. en fait, plus le film avance, plus tu te dis, ok, c'est un peu nul. Mais de manière vraiment jouissive, en fait. Et je me souviens vraiment d'avoir passé un excellent moment, et depuis, de clamer haut et fort comme Burlesque, de dire à tout le monde, non mais Battleship, c'est un chef-d'œuvre, c'est trop bien, et c'est un film que pas grand monde a vu, en fait, parce que ça n'a pas été un énorme succès, mais c'est un film qui m'est extrêmement cher. Et donc, je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu aussi, parce que ouais, pour moi, c'est un film qui est de toute évidence très con, mais qu'est-ce qu'on se marre dedans. Et d'ailleurs, on va l'entendre, c'était la première fois que je le revoyais depuis plus de 10 ans, et j'étais encore ravie. Trop bien. Moi, vraiment, c'est tout ce qui me plaît dans les films, quoi. Un truc qui flotte dans l'eau, des aliens, Rihanna. Putain, tu dois pas aimer beaucoup de films, quoi. Non, c'est clair. Parce qu'avoir le combo des trois, En fait, c'est le seul film que j'aime. J'ai attendu tout ce temps pour te le montrer. Il faut préciser que c'est un film donc, qui est sorti en 2012 et qui a été réalisé par Peter Berg, qui est le créateur de Friday Night Lights. Ça explique aussi pourquoi il y a Taylor Kitsch et Jesse Plemons dans le film, puisque Taylor Kitsch jouait Tim Riggins et Jesse Plemons jouait Landry, le mec qui a la pire intrigue dans Friday Night Lights. C'est ça. Mais qui a la meilleure carrière depuis. Donc, exactement. Et qui est en couple avec Kristen Dunst. Ouais. J'ai une petite anecdote. Peter Berg, justement, a dit qu'il adorait travailler avec ses amis, et il a expliqué qu'il avait écrit le rôle spécifiquement pour Jesse Plemons dans Battleship parce que, je cite, il sait que Jesse est très bon pour Taylor et qu'il le rend meilleur, ce qui est un peu vache pour Taylor Kitsch parce que c'est inventé un mauvais acteur sans Jesse Plemons. Mais je trouve ça hyper mignon. En fait, il dit qu'il a ajouté ce rôle parce que pour lui, c'était faire venir de la famille et pour que les acteurs se sentent plus en confiance en connaissant déjà quelqu'un sur le plateau. Ce qui est marrant, c'est que Taylor Kitsch est un peu nul même avec Jesse Plemons. Enfin, il est pas nul. Moi, je trouve pas qu'il soit nul. Non, et mais je il pense est plat, quoi. Voilà, il était bon dans Friday Night Lights aussi, mais clairement, on va en reparler. Le casting de Battleship est excellent, genre vraiment excellent par rapport au niveau de ce film. Et Taylor Kitsch, qui joue le protagoniste principal, est vraiment pas le meilleur. Non. Marie, est-ce que tu peux résumer le film en 30 secondes ? Alors, dans cette pub pour l'armée américaine, des aliens envahissent la planète et décident de s'attaquer à Hawaï, en particulier. Pourquoi pas ? Et donc, ils créent... Et à Hong Kong aussi. À Hong Kong, oui, mais à Hawaï. Et à l'Iowa. Vraiment des choix stratégiques très étranges. Et ils créent une espèce de dôme au-dessus d'Hawaï qui exclut la moitié de la marine de guerre, parce qu'ils sont en exercice, parce qu'apparemment les aliens le savaient. Et il n'y a que quelques bateaux qui restent à l'intérieur. Et en gros, ce film, c'est la bataille navale. Exactement. C'est vraiment, vous jouiez à la bataille navale quand vous étiez petit, c'est ce film. Avec des aliens. Et surtout, le meilleur moment du film, c'est qu'en fait, une fois que tous les bateaux sont détruits, il y en a un qui reste. C'est un bateau musée. Et ce bateau musée, qui c'est qui s'en occupe ? C'est des vieux papys vétérans. Et du coup, qui c'est qui sauve la planète ? C'est des vieux papys vétérans. Je dois dire quand même que ce film est bien mieux que la bataille navale. Moi, non, c'était c'est vraiment trop bien la bataille navale. C'était vraiment le jeu quand vraiment on avait épuisé toutes les autres options et qu'on s'emmerdait vraiment. On jouait à la bataille navale et au bout de 3 minutes, je disais non, je peux pas en fait. Ah non, mais je moi... préfère vraiment compter le nombre de brins d'herbe dans le sol
que jouer à la bataille navale. C'était mon jeu préféré. Je crois que je dois avoir un tempérament très belligérant, en fait, mais parce que vraiment, c'était mon jeu. Très patient, non? Enfin, vraiment, je trouvais que ça juste tellement chiant. Mais c'est de la stratégie, c'est trop bien. Ouais, sans doute. Je dois pas être assez intelligente pour ce jeu. Mais enfin, ce film, en tout cas, c'est marrant parce que si ce jeu est intelligent, ce film ne l'est pas du tout. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser dans mon résumé que quand même, la personne qui est en charge de sauver la planète, c'est le plus grand neuneu de tous les neuneux, quoi. Exactement. Il faut aussi dire que le film a été produit par Hasbro, la société de jeux. Donc, très clairement... Oui, mais c'est une adaptation en film de la bataille navale. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a un côté tellement cynique dans le projet. Et c'est ça que je trouve assez merveilleux. C'est-à-dire qu'avec le concept de départ, qui est à la fois très con et très cynique et consumériste, ils ont réussi à en faire quelque chose qui est juste hyper fun et qui se prend pas au sérieux. Exactement comme Barbie. Peut-être pas exactement comme Barbie, mais presque. Je voulais quand même préciser un truc sur les aliens aussi. Parce qu'au début, en fait, on a une espèce de séquence qui fait très film de science-fiction un peu sérieux où t'as des mecs de la NASA et compagnie qui nous expliquent qu'ils ont découvert une nouvelle planète. Oui, ils ont envoyé un message. Voilà, et qu'ils ont envoyé un message. Et donc, en fait, c'est pas parce que les aliens ont décidé d'attaquer spécifiquement, je pense, l'Iowa et ces endroits-là. Je pense que c'est parce que c'est les endroits d'où les messages ont été envoyés. Sais, Anaïs, je sais. Ben, je sais pas si tu sais, mais parce si, que pendant le compris, film, tu posais plein de questions. Mais non, mais c'était tout le truc à la fin où ils doivent détruire les émetteurs pour pas qu'ils puissent renvoyer un message à leurs copains aliens pour qu'ils débarquent tous. Mais ça, j'ai bien compris. Je suis pas con, mais quand même, Hawaï et l'Iowa, quoi, de tous les endroits. Enfin, je sais pas, c'est pas du tout... Oui, bah c'est sûr. Après, bon, Hawaï, on sait qu'il y a une importance par rapport à... Oui, mais c'est Pearl Harbor. Voilà, c'est symbolique. à l'histoire des États-Unis, mais... Non, puis c'est une énorme base navale, donc ça... Pour la bataille navale, c'est important, voilà. Exactement. D'autant plus que c'est des vrais navires qui ont été utilisés pour le tournage, et le tournage a vraiment eu lieu à Hawaï. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il manque un sponsoring, vraiment. Il y a Hasbro, mais il y a aussi l'armée américaine, vraiment. Enfin, ça aurait dû être inscrit aussi. Après, l'armée américaine, en vrai, sponsorise beaucoup de Top Gun, films. mais... Ouais, et puis même pas que ça. Enfin, en vrai, énormément de films américains sont réalisés en accord, en tout cas, avec l'armée américaine, et notamment les blockbusters et films d'action. Et d'ailleurs, c'est un gros problème. Enfin, ça a été dénoncé plusieurs fois puisque c'est considéré comme de la propagande et c'est un truc qu'on remet pas assez souvent en question, en fait. On va mettre la propagande trop cool. Effectivement, on y vient. C'est un film d'action qui a vraiment réveillé ton énergie masculine. Ou en tout cas, ce que tu considères être une énergie masculine très stéréotypée. On va t'entendre. Wow, ça c'est du missile. Wow. Fuck yeah. Pou. Badass. Yeah. Liam Neeson est sur le coup. Papa. Vraiment, c'était très intense et c'est pas fini. On va l'entendre. On ne t'arrêtait plus et c'était très cringe. Fuck yeah. America. Fuck yeah. C'est insupportable. Vas-y, ça dépote là. That's right. Damn right. America. Missouri. Fuck yeah. J'ai mal au dos de rire. C'est horrible. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie? Je pleurais de rire en faisant les extraits, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a possédé, en fait? Mais c'est l'énergie de ce film, Anaïs. C'est tellement l'énergie de ce film, tu vas pas me dire le contraire. Certes, mais tu t'es engouffré dedans, mais... Oui, mais parce que ça me fait rire, quoi. Enfin, à la base, c'est un peu quand tu commences à donner des surnoms ridicules à ton mec et que c'est fait pour rire au début et après ça devient sérieux, tu vois. Et il reste pendant des années et t'as le pire surnom du monde. Et en fait, là, c'est pareil avec ce film. C'est-à-dire qu'au début, je me foutais de la gueule du film et à la fin, j'étais dedans, quoi.
Mais c'est clair, il y a même eu un moment où t'as commencé à être un peu saoulé et tu t'es un peu renfrogné sur le canapé en disant bon allez j'en ai marre là. Et ça a duré à peu près 10 minutes et après j'ai senti que t'as franchi une espèce de ligne jaune. Ou genre je sais pas si le film t'a eu à l'usure ou quoi, mais il y a eu un switch qui a été déclenché et tu t'es dit non, en fait c'est le meilleur film de tous les temps. C'est très très fun en vrai. Même si tu restes quand même admirablement constante dans certaines de tes préoccupations. Happy birthday, little brother. Now wishing you success and growth, happiness. May this be... Dis-moi qu'ils ont une histoire tous les deux. J'ai pas compris que c'était son frère alors qu'il lui dit Happy birthday, brother. C'est ça. Et là j'étais là, je crois que non. Ils sont pas d'histoire d'amour. Non. Ah, du coup, les 3, trop bien. Parce que les 3 qui sont sur le bateau, là, le petit, comment on appelle ça, le Zodiac, ils vont aller du coup sur le bateau de Alexander Skarsgård. J'imagine. Et Rihanna qui est no bullshit, et le grand frère qui est no bullshit aussi. Ils vont pouvoir avoir une histoire d'amour. Bien sûr. C'est exactement ça que je C'est tout à fait l'esprit du film. En fait. C'est ça. Mais ça Qui a manquait, cru. ils auraient pu. D'ailleurs, ce film a réveillé ton énergie masculine, mais Et aussi la misandrée. voilà, il nous a aussi rendu un petit peu misandre et je m'excuse. C'est un film sur les hommes médiocres, en fait. Tous les films sont des films sur les hommes médiocres, parce que tous les hommes sont médiocres, et tous les films ont des hommes dedans. Il faut qu'on parle du casting parce que c'est vraiment un casting de malade. Et on l'a dit, l'acteur principal, c'est Taylor Kitsch qui était dans Friday Night Lights, qui jouait Tim Riggins. Comment tu décrirais son personnage dans Battleship ? C'est 2 neurones dans un cerveau vide. Et il est beau, hein, mais ça sonne creux, quoi. Il y a rien. Il était très agaçant pour toi au début parce qu'en fait, ils ont vraiment chargé la barque. C'est-à-dire que le mec rate absolument tout. Il fait que faire des gaffes. Il est hyper irresponsable. Ah, c'est horrible. Il est en même retard un peu. pour tout. Je déteste les gens. Ouais, en retard. voilà, il est en retard et puis il est même un peu répugnant, c'est-à-dire qu'il va draguer sa meuf, la meuf qui va ensuite devenir sa meuf, et il lui lâche un vieux rot. Ah ouais, c'est horrible, j'avais oublié ça. Il a rien pour lui, à part d'être Taylor Kitsch et d'avoir vraiment des abdos assez impressionnants. Mais au début, il t'agaçait énormément. Mais vraiment, c'est pas possible d'être un loser pareil, quoi. Quel loser! Oh là là, mais quel gros naze! Anaïs, mais c'est pas possible en fait, c'est juste. Je veux retourner dans Midsommar et qu'on l'envoie, qu'on l'expédie chez les Suédois et qu'il soit tué avec les autres. C'est vrai que c'est un peu le même genre de mec au début. Ah bah de ouf. Non, mais c'est un bro, quoi. Mm. C'est un bro complètement con et c'est censé être charmant. Moi, je trouve pas ça charmant du tout, en fait. Parce Ouais, que c'est non. vraiment... On est censé être un peu charmé par son personnage, quand même, et être de son côté et se dire, il va grandir. Mais vraiment, les mecs immatures à 30 ans... Non, mais il y a rien de séduisant là-dedans, en fait. Ouais. Après, je suis même pas sûre qu'il ait 30 ans dans ce film. Enfin, il est censé être... tu vois. Oui, mais bon, les mecs immatures à plus de 15 ans, quoi. Non, parce qu'il a l'âge mental d'un enfant de 12 ans, vraiment, là. Il y a aussi Alexander Skarsgård qui joue son frère. Il faut dire que c'est quand même une petite ville d'Amérique où tout le monde est très très beau. Hein, Ouais. parce que... Et alors, ils ont Une aucun fratrie trait en incroyable. commun, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux tous les deux. Non, mais après, je peux accepter le fait qu'ils soient frères. Ah ouais. Bah, parce qu'ils ont Le pas... fait qu'il y en ait un très blond et un très brun. Alors, Taylor Kitsch n'est pas très brun, on va se calmer. Il fait très américain et très blanc quand même, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Il a juste les cheveux marrons, quoi. Alors que l'autre, il a les cheveux beige. Ça va. Oui, c'est ce qu'on appelle blond et brun Oui, dans le mais- jargon technique Certes. du cheveu. Et ils ont pas des traits forts ni l'un ni l'autre, donc ils pourraient très bien être frères. Quand tu regardes les frères d'Alexander Skarsgård, ils lui ressemblent pas tous forcément, donc. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais enfin bon, c'est du gâchis, parce qu'Alexander Skarsgård est magnifique, comme toujours, que son personnage est bien plus attachant, je sais pas. Ouais, non. Non, il est pas attachant, mais son personnage est bien plus... En vrai, il est rien du tout, son personnage, mais t'as plus Ouais, il est envie de plus le voir, quoi. responsable. Voilà. T'as plus envie de le voir à l'écran, en tout cas en ce qui me concerne. Et il meurt très vite et ça m'a fait beaucoup de peine. Ouais, il meurt, je pense, à la fin du premier tiers du Ouais, film, c'est ça, ouais. quand les affrontements avec les aliens commencent. Et je me souviens aussi que c'était une des grandes raisons pour lesquelles j'étais allée voir ce film. C'est parce qu'il y avait Tim Riggins et Alexander Skarsgård. Et j'étais dégoûtée quand j'ai vu qu'il mourait assez vite dans le film parce que c'était mon crush absolu. Mais en même temps, je me suis dit, c'est un peu comme Game of Thrones, tu vois. C'est-à-dire qu'il te montre que personne n'est à l'abri, y compris un des mecs qui était sur l'affiche. Il va pas mourir, mais quand même. Oh non! Il va mourir? Oh non! Mais non! C'est pas vrai.
Oh là là. Mais c'est horrible. Bon, il va survivre, hein, c'est sûr. Moi, je voulais que ce soit lui qui meurt. Là, tu parlais de Taylor Kitsch. Oui. Non, mais après, ça fait sens. C'est-à-dire que le grand frère responsable qui a essayé à maintes reprises d'éduquer son petit frère et de lui dire de prendre ses responsabilités et tout ça, il faut qu'il meure pour que le petit frère devienne un homme, tu vois, apparemment. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne chez les hommes, apparemment. C'est ça. Ils ont besoin que quelqu'un meure pour qu'ils prennent enfin leurs responsabilités. C'est horrible. Il y a aussi Rihanna dans ce film. Ouais, elle est magnifique, c'est Rihanna, quoi. Ouais. On était en 2012, donc c'était pas la Rihanna de maintenant qui est vraiment devenue une espèce de demi-déesse en fait dans le monde entier. Non, c'était la Rihanna de Umbrella et voilà, Umbrella c'était et une chanteuse pop, R&B à succès, mais c'était avant Bitch Better Have My Money et tous les trucs qui l'ont vraiment transformée en immense icône. Et elle est plutôt pas mal dans le film, je trouve. Ouais. Elle a un petit rôle, hein, mais... Oui, non, elle est bien. Puis bon, c'est Rihanna, quoi. Il faut savoir que le film a été nommé à 7 Razzie Awards. Ah non. Ouais. Injuste. Je sais, mais bon, les Razzie Awards, c'est de toute façon un procédé assez débile et il y a souvent des bons films qui sont nommés, enfin, de manière un peu... Pour ceux qui savent pas ce que c'est en fait les prix pour les navets, quoi. Mais parfois, il y a des bons films qui sont nommés aux Razzie Awards et puis c'est une entreprise qui est extrêmement méprisante, en fait. C'est-à-dire que tout l'objectif, c'est d'humilier un petit peu oui, bah, c'est ça. des gens qui ont quand même travaillé sur des projets qui peuvent avoir du mérite. Bah, il y avait Sandra Bullock qui avait eu son Oscar et un Razzie Award la même année et elle était allée chercher son Razzie Award pour un peu leur dire d'aller se faire foutre, quoi. Enfin, pour quel film ? C'était pour All About Steve, je crois, un truc comme ça. D'accord. Bon, ça c'était mérité, hein. Très clairement, mais bon, voilà. Donc, il a été nommé à 7 Razzie Awards et il en a gagné un, celui de la pire actrice dans un second rôle pour Rihanna. Et c'est vraiment abusé parce que elle est bonne, vraiment... Elle est pas mauvaise du tout. Bah alors ça, je pense que c'est vraiment un truc, genre, ils se sont dit, Rihanna joue dans un blockbuster un peu ridicule et du coup, elle est nulle, quoi. Mais elle est pas nulle du tout, en fait. Bah non, c'est ça. Et c'est ça que j'aime pas avec les Razzie, c'est qu'en fait, c'est méprisant un peu pour le principe. Alors que c'est pas parce que t'as une chanteuse qui vient dans son premier rôle, parce qu'il faut savoir que c'est la première fois qu'elle joue au cinéma. Hein. Et d'ailleurs, Peter Berg a voulu la caster parce que il l'avait vue dans SNL, Saturday Night Live, et qu'il s'était dit, ah bah en fait, elle sait jouer. Et elle a accepté parce que elle savait que c'était un petit rôle et que donc ce serait pas trop exigeant pour elle et qu'elle avait envie de faire un truc badass. Ouais, bah... Et elle est totalement badass dans ce film parce que c'est vrai qu'en plus, elle a une coupe courte et elle est tout le temps en train de manier des gros engins. Donc il y a un truc très très stylé. Je pense que c'est un peu une précurseur de Tessa Thompson dans Thor Ragnarok. Exactement. Il y a aussi, en parlant de badass, il y a Liam Neeson dans ce film. Bah, t'as un film d'action où il faut se venger et surtout, t'as un film d'action où il y a un papa protecteur. Eh ben, c'est Liam Neeson. Protecteur et pas commode. Ouais. Liam Neeson, mais... What? Non, il va pas du tout respecter ça. C'est Liam Neeson, en fait. Et ouais, Liam Neeson, faut pas l'emmerder. Il faut pas toucher à sa fille, hein. Exactement. C'est vraiment son seul rôle dans le film. Moi, j'ai vu tous les Taken, donc... Son seul rôle dans le film, c'est effectivement d'être le père de la blonde dont Taylor Kitsch est amoureux et il veut la demander en mariage, mais selon la grande tradition américaine, il doit demander la permission au père, sauf que le père est hyper intimidant et impressionnant et il pense que ce mec est un bon à rien et il a raison. Et donc, il y a un peu aussi toute cette tension au fil du film où, en gros, il faut que le personnage de Taylor Kitsch devienne suffisamment responsable et honorable pour impressionner le père de sa copine et pour pouvoir la demander en mariage. Donc, c'est extrêmement tradit. Oui, c'est extrêmement tradit et ce qui est fou, c'est qu'en fait, il devrait aussi devoir prouver à cette meuf qu'il est assez responsable parce que je ne sais pas pourquoi elle est avec lui. C'est vraiment... C'est clair. Un mystère, quoi. Enfin bon, c'est pas un mystère, il est beau, mais... Cette meuf qui est jouée par Brooklyn Decker, qui était mannequin aussi. C'est ça, ouais. Et bon, ça se voit dès qu'elle débarque, d'ailleurs, dans le film, t'as dit, ouais, en fait, la meuf, c'est une mannequin pour maillot de bain. Moi, je la connaissais principalement, enfin, j'avais vu Battleship avant, mais l'autre truc pour lequel je la connais principalement, c'est Grace and Frankie, dans lequel elle joue la fille de Jane Fonda. Et elle est pas mal d'ailleurs, hein. Enfin, elle a un bon timing comique et elle est pas mauvaise, mais c'est vrai que dans ce film-là, bon, si, quand même, on lui donne pas mal de trucs à faire. Enfin, des scènes d'action où elle est pas aussi accessoire qu'on pourrait le penser au début. Sa personnalité est particulièrement creusée, mais bon, on peut dire ça de beaucoup de personnages de ce film. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour le casting principal, mais même dans des rôles minuscules, il y a vraiment un casting assez ouf, c'est-à-dire que j'ai remarqué à un moment quand on le regardait que c'était le plus grand vivier de talent des années 2010 au cinéma. Il y a aussi Rami Malek qui joue juste un mec qui est là sur un des navires. Ouais. Rami Malek qui a eu énormément de petits rôles. Donc quand on regarde des films de ces années-là, tu vois souvent Rami Malek. C'est clair.
Il y a Hamish Linklater qui joue un des mecs qui travaille avec la NASA, qui est un scientifique un peu Il joue nerd. un nerd, mais il joue toujours un nerd. Dans Midnight Mass, qui était je l'ai sorti pas sur vu. Netflix il y a quelques années, qui est une excellente mini-série de Mike Flanagan. Il joue un rôle vraiment exceptionnel dedans, je vous le recommande. C'est un très très bon acteur, mais c'est vrai qu'il a jamais eu l'occasion d'avoir vraiment un rôle principal, à part dans Midnight Mass. Il y a Jesse Plemons, on l'a dit. Dans le rôle d'un des scientifiques, il y a notamment Adam Godley, qui est le Britannique avec les oreilles en chou-fleur, que vous avez vu dans plein d'autres films. Qui a un flegme à toute épreuve. C'est clair. La planète est attaquée par des aliens et il a sa tasse de thé et rien ne l'impressionne, quoi. Et il appelle le personnage de Hamish Linklater sur Zoom et il lui dit « Alors là, il y a 5 vaisseaux qui sont en train de se diriger vers toi. Donc c'est pas ouf. On sait pas exactement encore ce qui va se passer. Mais c'est vrai que ça crée des moments assez absurdes. Mais c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est que tu sens que le film s'en tape complètement. Oui. Et alors, si vous êtes fan de Parks and Rec, vous allez sans doute reconnaître celui qui joue le présentateur télé, comme dans tous ses rôles, parce que je crois qu'il fait que ça. Il le faisait aussi dans The L Word de Q Generation. C'est l'acteur qui joue Perd Apley et qui est vraiment juste là pour présenter les infos pendant 30 secondes dans le film. Je l'adore. C'est un de mes personnages préférés en fait dans Parks and Rec. Mais moi aussi, il y a Heard with Purd. Et surtout, j'adore que ce soit un running gag que ce mec est embauché dans tous les films et toutes les séries pour jouer le présentateur télé. Ouais. Je crois qu'il a rien fait d'autre en fait. C'est trop bien. Et donc, tu l'as dit, tout ce beau monde a été rassemblé pour jouer dans un film sur la bataille navale. C'est de toute évidence, putain, c'est vraiment la bataille navale. Ça, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. C'est vraiment un film sur la bataille navale, quoi. C'est incroyable. Mais en fait, je pense que c'est ça qui m'a convaincue. Je dois dire, le moment où j'ai switché, c'est quand j'ai compris que c'était vraiment ça le principe. J'étais là, ok, je suis game en fait. Mais je pense que c'était un peu pareil pour moi quand je l'ai vu, c'est-à-dire que j'avais même pas réalisé en allant le voir. Enfin, tu vois, peut-être en me disant, ça a été produit par Hasbro, mais tu vois, moi vraiment, c'était en mode, il y a Alexander Skarsgård dans ce film, je veux y aller. Et ouais, en fait, quand tu réalises le degré d'absurdité, tu dis, ah ouais, d'accord. En fait, c'est vraiment, je pensais que c'était un truc qui se prenait au sérieux, mais non, c'est totalement con. Et d'ailleurs, tu m'as fait énormément rire parce qu'il y a un moment où ils se mettent littéralement à jouer à la bataille navale avec les aliens. Enfin, pas littéralement, mais... Si, c'est ça. En fait, ils ont une grille. C'est la bataille navale. Ils ont une grille et ils repèrent les bateaux et ils essaient de les frapper avant qu'ils arrivent à tel numéro. Donc, ils sont là genre B3, envoyez missile sur B3, préparez-vous et tout ça. Et le mec, il dit toucher couler. Et ça t'a vraiment ravi. Toucher coulé. Toucher coulé. Génial. Toucher coulé. Oh non, c'est pas possible. Ce film existe. C'est le jargon, Marie. Toucher coulé. C'est comme ça qu'ils auraient dû l'appeler en français. De ouf. Franchement, ça aurait été un meilleur marketing, je pense. En vrai, depuis le début, c'est absurde, mais je pense qu'au début, on réalise pas forcément à quel point le film se prend pas au sérieux. Voilà. Mais il faut quand même dire que tout démarre avec un chicken burrito. C'est-à-dire qu'il y a Taylor Kitsch et Alexander Skarsgård qui sont en train de fêter l'anniversaire de Taylor Kitsch dans un bar de leur petit bled paumé. Taylor Kitsch repère une blonde magnifique et elle lui dit « J'ai envie d'un chicken burrito ». Donc d'un burrito au poulet. Et il se dit, pour la séduire, il faut absolument que je lui offre un burrito au poulet. Et donc, il décide d'aller braquer une supérette à côté du bar parce qu'elle est fermée. Donc, il décide de rentrer par effraction pour aller chercher un burrito qu'il met au micro-ondes, etc. Tout ça sur la musique de La Panthère Rose. Et honnêtement, ça m'a beaucoup fait rire, mais je crois que t'étais un peu sceptique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais pas encore compris. Je me demandais quel était le délire de ce film. C'est-à-dire, est-ce que ce film pensait vraiment que cette scène était maligne ? Ouais. Ou est-ce que ce film assumait le fait que cette scène était ridicule ? Et je pense qu'en fait, le deuxième est vrai. Non, vraiment. On en est là. Un homme prêt à tout pour se taper une meuf. Alors qu'il ressemble à ça, il faut juste... C'est clair. Non mais c'est ça, il faut qu'on en parle en fait. C'est ça le truc le plus absurde, c'est que c'est Taylor Kitsch. En fait, le mec il a pas besoin d'aller braquer une supérette pour aller chercher un burrito au poulet. Le mec il lui dit salut. Ouais, il soulève son t-shirt, il lui montre ses abdos, c'est bon. C'est fait, quoi. Ouais. Moi j'étais morte de rire pendant toute cette séquence et tu m'as un peu jugée, je crois. Ça c'est ton sens de l'humour.
Tu vas tellement juger, c'est clair. Mais ça a quand même donné une remarque très drôle, puisque c'est vrai que donc il fait tout ça, et ensuite, en sortant de la supérette, il se fait arrêter par les flics, il se fait taser, au moment où il est en train de tendre le burrito au poulet à la meuf. Et ensuite, il y a une ellipse, on est un peu de temps plus tard, et en fait, il a été embauché dans la marine pour un peu se mettre au vert et prouver justement que c'est pas un loser. Enfin, c'est son frère qui l'a forcé à faire ça, quoi. Ouais, voilà, parce que le chicken burrito, c'était la goutte d'eau, en fait. C'était vraiment le truc de trop sur son casier judiciaire. Et ça a donné une très bonne réaction de ta part sur comment on est passé de genre le mec vole un burrito à il est dans la marine. C'est débile. Ah, ça va pas être un film intelligent, Marie. Hein. Je pense qu'il faut que tu te prépares à ça. Mais ça va être un film bien. Le mec, il va vraiment rejoindre la marine parce qu'il a essayé de kidnapper un burrito, quoi. Il y a un autre moment qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand les aliens débarquent dans l'eau et que les militaires utilisent leur klaxon pour lui envoyer pour envoyer un signal. C'est le plus gros vaisseau un truc, t'as jamais vu ça. Un vaisseau spatial, quoi. Ouais, mais pas un petit vaisseau spatial, genre comme il voit à Roswell, tu vois. C'est un truc, c'est énorme. Ça prend la moitié de l'océan. Ouais, c'est un gratte-ciel, en fait. Et eux, ils se font... Ils envoient un petit avertissement et ça t'a vraiment pas impressionné. Let's give him a warning, husband. Sir. Super, un warning. Vas-y. Ah ouais, ça va les impressionner, ça. Poète, poète. Ils sont repartis direct, d'ailleurs. C'était clair. La fin du Ils film, sont dit, en fait. Oh là là, ce bateau a klaxonné. Les gars, il faut qu'on se taille. D'ailleurs, il faut parler des aliens. Ils sont pas très convaincants. Hein. Ah oui, c'est vrai, ils ont 4 doigts. Ils ont 4 doigts et une barbichette. À un moment, on leur enlève leur casque. En fait, ils ressemblent juste à des humains, mais ils ressemblent juste à genre au chanteur de Limp Bizkit. Au chanteur de Limp Bizkit qui aurait été un peu irradié. Ouais, c'est ça. Et qui aurait plus que 4 doigts. Mais par contre, tu as été très impressionné par leur manière d'arriver dans les bateaux. Et alors, tu sais aussi ce qu'ils ont, ces aliens, qui est super. Ils ont le sens du drame, tu vois. Ils savent arriver avec un suspense, vraiment, genre, c'est chaque clou est poussé quand il faut. Non, mais c'est-à-dire que le mec est en train d'ouvrir la porte par effraction. Enfin, c'est un alien, tu vois, il pourrait la pousser très vite. Ouais, c'est un alien qui a 4 doigts en plus, oui. donc il est un peu limité. Mais du en coup, termes t'entends de fonction motrice. 30 secondes. Donc, enfin, vraiment. Ah ouais, mais c'est génial. Oui, non, c'est fun. Non, et puis tu l'as dit, en fait, je pense qu'un des grands plaisirs du film, c'est qu'il est évocateur de plein d'autres films, y compris des films qui n'ont été faits qu'après. Oui, genre Premier Contact. Voilà, Premier Contact, qui est quand même un film bien supérieur, hein, de Denis Villeneuve. Il faut le préciser. Mais ça t'y a fait penser. Dans l'extrait qui va suivre, si vous n'avez pas vu Premier Contact, qui est vraiment un des plus beaux films de ces 10 dernières années, sautez l'extrait, sautez 30 secondes, parce que je spoil énormément ce film, en fait. Oui, bah tu spoil tout. Alors que peut-être qu'ils essayaient juste de communiquer et de dire coucou. Ah bah comme dans... Nous, c'est les aliens. Ils essaient de te transmettre une information cruciale sur ton avenir et ta future fille qui naîtra et mourra. Mais il n'y a pas que Premier Contact, il y a aussi, tu l'as dit, Independence Day. Il y a un petit peu Interstellar avec notamment le design, je trouve, du vaisseau qui se plante dans l'eau. Ça me fait penser à Interstellar. Il y a Alien. Il y a un moment où ils veulent enlever le casque d'un des aliens et il y a un truc qui leur saute à la gueule. Donc ça, très évidemment, c'est Alien. Il y a Battlestar Galactica. Oui, beaucoup. Avec justement l'idée de ce vaisseau obsolète ou ce navire obsolète qui, en fait, va être un peu le seul moyen de s'en sortir à la fin. Oui, parce qu'en plus, il n'y a pas d'éléments de communication, donc il ne peut pas être attaqué ou des choses comme ça. Ouais. Et il y a Transformers. Alors ça, évidemment, c'est la référence la plus évidente parce que Transformers date un petit peu de la même époque. Et d'ailleurs, ça a été très noté dans beaucoup de critiques de l'époque, la comparaison avec Transformers. Et toi aussi, je crois que tu y as pensé tout de suite. Wow. Transformers. Voilà. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... C'est nul!
Il faut parler de la réception critique de ce film. Tu t'en doutes, elle n'était pas très bonne. Je comprends pas, franchement. Ouais, vraiment, moi j'ai adoré dès le premier visionnage, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Bon, déjà, il faut savoir que le film a 34% sur Rotten Tomatoes. Ça va, hein. Il y a pire. C'est vrai, il y a pire. Et honnêtement, étant fan de comédie romantique, la plupart des films que j'aime ont 34% sur Rotten Tomatoes. Donc, de toute façon, moi, c'est un outil que j'aime pas du tout, en vrai. Enfin, je trouve que c'est hyper arbitraire et réducteur et un peu mesquin, justement. C'est-à-dire qu'on essaye de réduire un film à ça et c'est toujours chouette d'avoir un aperçu très rapide sur... le niveau de qualité. Voilà, ou la réception critique, mais c'est vrai que je trouve que ça a un peu réduit la pensée aussi de se reposer autant sur Rotten Tomatoes et sur les notes, les étoiles, etc. Il a aussi 2,3 sur Allociné. Sur 5, ceci dit, c'est presque la moyenne. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'avais 8 ou 9 en maths, j'étais hyper contente. Ouais, moi, ça m'est jamais arrivé. J'avais jamais plus de 2. Donc, clairement... D'ailleurs, en parlant de très mauvaises notes, Télérama, qui fonctionne donc comme chacun le sait avec des T, 1 T, 2 T, 3 T, 4 T parfois. On a donné 0. Il a un moins. Avec à côté écrit « Hélas ». Et la critique dit « Des effets sonores et visuels aussi lourds que les démonstrations d'héroïsme viril et un manque total de fantaisie ». Alors là, vraiment, je pense que la personne qui a écrit cette critique est passée à côté du film parce qu'il y a de la fantaisie. Seule Rihanna paraît s'amuser légèrement au second degré. Sérieusement ringard, le film pourrait n'être qu'une série B déjà dépassée, sans les moyens colossaux qui boostent artificiellement le show. Mais une super série B, en fait. Mais c'est ça. Après, il faut aussi le voir dans le contexte dans lequel il est sorti, où justement, 2012, c'est aussi Avengers, Transformers, c'était il n'y a pas si longtemps. Et donc, je pense qu'il y avait déjà une appréciation et une exigence différente autour de ce genre de film, un peu blockbuster, avec beaucoup de bruit, tout ça. Il y en avait eu des meilleurs, et c'était aussi le début de cette ère. C'est-à-dire que maintenant, en fait, le cinéma est devenu tellement réduit à que des films boum boum, immeuble qui explose, que je pense que quand on en voit un comme ça, on se dit, ah bah celui-là, au moins, il est malin, il est marrant. Mais à l'époque, je pense qu'il n'y en avait pas énormément et que justement, on avait plus des références comme Independence Day ou Armageddon ou des trucs qui essayaient quand même d'avoir un tout petit peu une intrigue. Je pense surtout que, de toute façon... il y a un truc, le film est bête, très clairement, tu vois. Donc, je pense que si tu t'attends à avoir un film intelligent ou un truc, un blockbuster du type des années 90, quoi. Enfin, les blockbusters intelligents des années 90, qui sont vraiment les films du dimanche, pour le coup, que j'adorais, quoi. T'as pas ça. Mais en fait, si tu débranches ton cerveau, que tu branches tes testostérones... c'est comme ça que ça marche. Et que tu acceptes ce que tu vas voir, tu vois, pour ce que c'est, eh ben, t'as vraiment un super moment, quoi. Tout à fait. Dans les critiques négatives, bon, en France, il y en avait énormément. Il y a Télé 7 jours qui a dit un blockbuster bardé de poncifs, crânement assumé à la gloire des rois de la marine. Hormis les débuts d'actrice de la chanteuse Rihanna, rien de neuf à l'horizon. Le Guardian, 2 étoiles. Si vous avez trouvé Transformers un poil trop subtil, ce gros chiot débile de film est fait pour vous. Chiot débile ? Ouais. Chiot genre puppy. Puppy, ouais. This big dumb puppy of a film. Mais c'est vrai que c'est ça. Ouais. Mais un chiot, c'est trop mignon. Mais exactement. Et c'est hyper divertissant. Le Monde parlait de longs vacarmes sonores et visuels. C'est vrai. Et l'Obs dit, alors là vraiment, pour moi en fait il y a aussi un mépris. Un mépris, voilà, qui transparaît dans certaines critiques françaises où tu sens que c'est aussi un film dont il était très facile de se moquer sans faire l'effort d'essayer de l'apprécier pour ce qu'il est. Oui, non mais c'est ça. C'est-à-dire un film bête. Oui, non mais c'est ça. Non mais tu sens, enfin de toute façon il y a un truc aussi où tu vas voir un film en te disant bon ça va être de la merde quoi. Enfin et je vais pour le casser quoi. Ouais. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de films qu'on a dans cette saison en fait et c'est aussi pour ça qu'on avait envie de faire cette saison et de parler de ces films-là parce qu'il y en a qui sont vraiment extrêmement plaisants, mais qui ont été, je trouve, injustement défoncés par la critique, juste parce que c'est un exercice de style. Et surtout en France, il y a quand même une partie de la critique ciné qui peut être extrêmement méprisante. Et alors là, sans citer de nom, l'Obs a écrit, par exemple, ce blockbuster patriotico-neuneux, là on est d'accord, compile tous les ingrédients attrape-ricains du genre. Des robots, une bimbo, des gros bateaux et une star cuirassée du R&B, Rihanna, dans un rôle de troufionne vanneuse. Mais quoi ? Voilà, le triomphe affligeant du cinéma Toys R Us. Donc là, il y a quand même déjà quelque chose d'un petit peu méprisant. Et je pense aussi que juste le fait que Rihanna ait été castée dans ce film, bizarrement, ça a un peu attiré... Oui, ça a cristallisé certains trucs. On a aussi l'Express qui a écrit donc, que le film était grotesque. Il suinte tellement la testostérone qu'il en devient insupportable. Ouais. Comme Marie. Yeah. Le héros est un bellâtre de magazine qui doit sauver une blonde bonneigée, tandis qu'un cul-de-jatte se bat à main nue contre un E.T. et que des retraités de la Navy rejouent Pearl Harbor sur du AC/DC. Oui. Bah ouais, c'est génial en fait. Écoutez ce résumé et dites-moi que c'est pas un bon film en fait. C'est ça.
Moi, une critique négative que j'ai beaucoup aimée, c'est celle du Austin Chronicle, évidemment, qui a écrit « Battleship est si mal écrit que les dialogues à eux-mêmes pourraient battre les aliens si seulement ils parlaient anglais. » Roger Ebert, qu'on aime beaucoup, avait mis 2 étoiles et demie sur 4. Pas mal. Ce qui est vraiment pas mal. Et son titre de la critique, c'était Transformers avec des meilleurs personnages et un 3e acte. Trop bien. Et il a notamment parlé du 3e acte avec les vétérans en disant que c'était la meilleure touche du film et que justement, au lieu de certains films comme Transformers de Michael Bay qui se terminent juste sur des explosions non-stop, celui-là a vraiment décidé d'avoir une intrigue, enfin en tout cas quelque chose de... Non mais enfin c'est vrai, il y a des personnages en fait, c'est pas juste des explosions. Quoi, ouais. Les Inrocks étaient du bon côté de l'histoire. Ah. Et ça, il faut vraiment le saluer. Ils ont titré Battleship un film d'action jouissif et ils ont écrit la réussite du film tient en fait essentiellement dans son subtil équilibre entre l'évidente charge parodique du matériau et sa croyance infaillible en la grandeur de sa cause. C'est totalement ça. Ouais. Mais ma critique préférée, c'est celle de Vulture. Et donc, qui dit que c'est un des films les plus jouissifs de l'année. Et qui dit Battleship, qui est certainement un objet manufacturé cynique, est aussi un des films les plus terriblement divertissants de l'année. Je n'ai aucune prise de position sur les drogues illégales, mais si jamais vous en avez qui traînent dans le coin, je ne pourrais pas trouver meilleure occasion que d'en allumer une. Après, c'est sûr, tu l'as dit, c'est totalement un film de propagande. Et d'ailleurs, une petite touche quand même assez appréciable, c'est que le mec qui a été amputé des 2 jambes, qui est un vétéran qui aide justement à régler le problème, est joué par Gregory Gatson, qui est un vrai vétéran voilà, de la guerre en Irak, qui a été décoré et qui a perdu donc ses 2 jambes dans la guerre en Irak. Ouais, mais enfin, ça se sent dans le film. En fait, on sent aussi le moment que c'était aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on est en 2012. T'avais encore la guerre d'Afghanistan. Et du coup, ça faisait vraiment partie de l'identité américaine aussi, ce truc des vétérans qui revenaient et qui avaient vécu des choses assez horribles. Mais aussi une espèce d'exaltation. Enfin, on était 1 ou 2 ans après la mort de Ben Laden. Nous, on était aux États-Unis à ce moment-là. Il y avait une exaltation patriotique hyper forte. Et en même temps, c'est ça, je pense, qui fonctionne aussi dans le film, c'est qu'on sent une certaine sincérité par rapport à l'esprit militaire, qui est à la fois un petit peu perturbante, peut-être surtout pour des Français, mais qui est aussi touchante parce que elle est vraiment sincère, quoi. Oui, après, en fait, le truc, c'est que c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, ça touche une fibre hyper basique dans mon cerveau que j'ai quand même déconstruite depuis, c'est-à-dire que je sais très bien que c'est un complexe horrible et que c'est de la propagande à un moment où justement les États-Unis menaient 2 guerres qui n'étaient absolument pas justifiées et qui ont foutu le bordel dans tout le Moyen-Orient, quoi. Donc il y a quand même dans le monde entier. Donc il y a quand même quelque chose qui est détestable là-dedans, mais forcément quand tu le vois, ça reste fun, et quand tu vois des vieux vétérans. C'est ça. Enfin, ça vraiment c'est le moment qui change tout parce que ça active un truc hyper basique dans ton cerveau où t'es là. Oui, c'est des vieux papis qui ont fait la guerre. Et ils reviennent pour sauver l'Amérique et le monde. En fait, ça active une partie de notre cerveau qui est aussi liée à l'histoire et à une histoire qui, pour le coup, est beaucoup moins ambiguë. Grise moralement. Parce qu'en fait, là, c'est des vétérans qui ont combattu dans une guerre qui était justifiée, quoi. Il y a aussi le fait que ça se passe à Hawaï. Il y a toute une partie de l'intrigue qui est basée aussi sur la rivalité qui se transforme en amitié entre les Américains et les Japonais. Oui, c'est ça. Donc, il y a l'histoire de Pearl Harbor qui est évoquée de manière évidente. Et donc, en fait, quand le film fait appel à cette histoire-là, qui est l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, c'est beaucoup moins complexe pour nous à accepter en tant que spectateurs. Et oui, ça appuie sur une corde très sensible et encore plus, j'imagine, pour les Américains. D'ailleurs, je pense que c'est malin, c'est malin, en même temps c'est malin et ridicule, faire le choix d'avoir des aliens comme ennemis et justement de faire une alliance entre plusieurs pays où c'est pas juste les États-Unis et tout ça. Il y a un côté un peu malin à ce moment-là, c'est-à-dire que il n'y a pas d'ambiguïté justement, c'est une menace existentielle sur l'humanité et donc le fait que l'Amérique et l'armée américaine soient là pour défendre l'humanité, tu peux pas trop le remettre en question dans ce cadre-là, même si évidemment ça rentre dans un moment de propagande militaire américaine qui est bien
bien plus problématique. Mais dans le cadre du film, comme ils ont fait ce choix-là, au niveau des ennemis, s'ils avaient choisi des Russes ou, je sais pas, un pays arabe pas identifié ou quelque chose comme ça à l'époque, tu vois, ça aurait été bien plus difficile à digérer, quoi. Ouais, complètement. D'ailleurs, il y a aussi cet élément avec le personnage du militaire qui a perdu ses jambes, qui est en rééducation au début du film et qui est un personnage qui est hyper attachant et qui a énormément de volonté, donc qui est très inspirant et très clairement qui a été écrit justement pour les vétérans et les proches de vétérans aux États-Unis, et qui dit à un moment je suis qu'un demi-homme ou quelque chose comme ça, enfin qui a perdu énormément confiance en lui suite à son accident, et qui va trouver là aussi une manière de se dépasser, puisqu'à un moment il se bat à main nue contre un alien. Et il y a un côté qui est encore une fois très très inspirant, même s'il y a beaucoup de cynisme derrière. Mais le moment avec les vétérans, moi c'est le seul moment dont je me souvenais de ce film en fait. Et c'est pour moi ça a été le switch quand je l'ai vu en salle. C'est à ce moment-là, il y a Thunderstruck de AC/DC qui retentit. Ils font appel aux vétérans pour activer le seul dernier bateau qu'ils ont encore en marche, qui est un vieux bateau tout pourri. Attends, ils font pas appel aux vétérans, les vétérans apparaissent. C'est ça. On sait pas comment ils ont stockés sur le bateau. Voilà, les vétérans sont toujours là. Ils apparaissent vraiment. En plus, ils apparaissent. Genre, il y en a un qui apparaît en haut du bateau. Il y en a un qui apparaît sur le pont. Il y en a un qui apparaît à droite, à gauche. D'un coup, t'as plein de vétérans qui apparaissent. T'es là. Pourquoi vous êtes là? Enfin, la planète est menacée. Enfin, c'est. Et ils sont là. Et vraiment, j'attendais ce moment. Je t'avais même hypé en te disant non mais là, enfin, tu penses déjà que c'est bien, mais tu vas voir, la fin est exceptionnelle. Et évidemment, ça a marché sur toi. Ah, c'est les vétérans du début. Oh là là, c'est tellement bien l'Amérique. Ils sont restés là. Oh, et regarde, c'est trop beau. C'est tous les papis qui ont fait la guerre. J'ai des frissons. Mais c'est trop bien. Ah mon Dieu, mais c'est vraiment Fucky America the movie, quoi. C'est pas la meilleure résolution. C'est incroyable. Putain, la version EHPAD du film, c'est vraiment génial. C'est trop bien. Ouais. C'est vraiment ça. Hein. C'est ouais. vraiment... Parce qu'il est trop bien après, c'est qu'ils apparaissent, mais après tu les vois genre chargés de missiles et ouais. ils sont hyper vieux, et ils portent tout ça ensemble et tu sens que bon, à tout moment ils pourraient s'écrouler, mais ils continuent. Mais ils sont badass et en plus ils donnent un peu des leçons aux jeunes où ils disent allez fiston, je vais te montrer comment on allume un missile. Tu fais quoi là? Allez, lève tes fesses, on y va. Nous c'était pas comme ça à notre époque. Enfin bon, bref. Ouais, et d'ailleurs c'est ça qui est ouf, c'est qu'il y a un moment où ils doivent transporter un missile à main nue parce que justement ils ont pas la technologie des nouveaux navires, etc. Et donc ils sont 12 à porter un missile sur le pont et à avancer centimètre par centimètre. Et il y a un côté vraiment fuck yeah, comme tu l'as dit dans tout le film, qui est très touchant. Et en plus, il y a AC/DC, il faut quand même le dire, la bande-son rock de ce film est géniale. Il y a AC/DC, il y a ZZ Top. Et il y a Creedence Clearwater Revival, qui a une super chanson dedans qui s'appelle Fortunate Son. Il y a aussi vraiment le choix de musique le plus 2012 de l'histoire, qui est Band of Horses. La chanson The Funeral, qui vraiment était un tube de l'époque, mais que plus personne n'a écouté depuis. Bon, il faut avancer quand même à un moment. En gros, long story short, ils arrivent à battre les aliens grâce aux vétérans. C'est fini. Et Taylor Kitsch est décoré. Ouais. Son frère aussi est décoré son à titre posthume. Est décoré à titre posthume. Et, alors qu'il n'a pas fait grand-chose. En vrai. Il est juste mort. Mais bon, parfois, les gens sont décorés pour ça. Et ma plus grande victoire, c'est que quand enfin Taylor Kitsch a sa rédemption, toi aussi, tu as été ému alors que c'était vraiment pas gagné au début. That's right, son. J'ai des frissons, j'ai les larmes aux yeux. Sérieux? J'adore les histoires de rédemption. Moi, j'avoue, j'ai un peu les frissons aussi. Tu vois? C'est trop bien. Il y a énormément de bonnes répliques, je trouve, dans ce film, qui nous ont beaucoup fait rire. Et pareil, je pense qu'au début, on riait sans savoir trop si c'était volontairement drôle. Et plus le film avance, plus tu te dis, ouais, clairement, ils savent ce qu'ils font. Moi, le truc qui m'a le plus fait rire, c'est que le personnage de Taylor Kitsch, au début, il est totalement débile, mais il cite Homer. Pas Homer Simpson, hein. Homer. À un autre moment, il cite l'art de la guerre pour expliquer... Ah non, ça, c'est génial, c'est pour expliquer sa stratégie, parce qu'à un moment, il va attaquer les bateaux d'une certaine manière. Et en fait, il développe toute une stratégie d'un coup. Le mec, il savait pas lasser ses chaussures au début du film, en fait. Et là, d'un coup, il est là, l'art de la guerre, et boum, 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 stratégie, et il arrive à défoncer un navire d'alien, quoi. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il cite l'art de la guerre à plusieurs reprises et qu'il y a le personnage japonais qui, à chaque fois, se fout de sa gueule. Au début, le mec cite l'art de la guerre, Taylor Kitsch dit « cette citation n'a aucun sens », et le mec lui répond « c'est normal, c'est du chinois ». There is a way. A way? A way of seeing them, without seeing them. You're going to reference Art of War right now, aren't you? What are we supposed to do? Fight the enemy where they aren't? Move like water?
Because I've read that thing like 6 times. It makes no sense. That book is Chinese. Et après, plus tard, Taylor Kitsch lui recite l'art de la guerre et lui dit non, mais en fait, ça veut pas du tout dire ça. Donc, t'as mal compris ce que t'es en train de citer. I can't believe that worked. Yeah, art of war. Fight the enemy where they aren't. After all these years, it finally just clicked. But that's not what it means. Really? Not even close. Donc ça aussi, c'est très drôle. Il s'en moque vraiment bien. Et pareil, le truc avec Homer, en fait, tu sens que c'est au tout début du film, donc tu dis ok, pourquoi pas. Mais en fait, très clairement, c'était pas censé être pris au sérieux. Keep the ship out of the surf and spray, Or you will plunge to destruction. Homer, sir. Moi, le personnage qui me fait le plus rire, en vrai, c'est celui de Hamish Linklater, le geek. Il a un humour très sec, en fait, pince sans rire. Ouais. Et il y a un moment où, justement, t'as le militaire et la blonde, la copine de Taylor Kitsch, qui lui disent « Vas-y, il faut que tu remplisses cette mission, on compte sur toi. » Et il est là « Non, en fait. » Enfin, vraiment, genre, moi, je suis un lâche. Donc, très clairement, je vais pas faire ça. I'm sorry, but there is no possible way that I'm going down there. I do not possess that kind of courage. Right now. Me neither. Moi aussi, je suis lâche. Non, mais c'est clair, je me suis grave reconnue en lui parce que moi, si C'est clair. demain la planète est attaquée, mais je combats pas en fait. Ça va pas la tête ou pas? Ouais, non, moi non plus. On est d'accord sur ce film, c'est la première fois, on pense toutes les deux que c'est un chef-d'œuvre, mais il faut quand même qu'on lui trouve 3 défauts. Bon, je pense qu'on va y arriver. Pour moi, le plus gros défaut, c'est les aliens. C'est le design des aliens. Ils sont vraiment affreux, ils font pas peur, ils ont juste un bouc. Moi, l'autre gros défaut pour moi, c'est quand même l'idéologie derrière ce film. C'est vrai. Et l'idéologie à 2 niveaux, c'est-à-dire bon, le côté propagande militaire. Après, ce film ne serait pas ce film s'il n'y avait pas cet aspect-là, donc en même temps, j'ai envie de dire, je l'accepte. Exactement. Mais aussi l'idéologie ultra patriarcale, enfin vraiment le côté je vais demander l'autorisation de ton père et viens par ici fiston, je vais voir de quoi t'es fait pour voir si tu mérites ma fille. C'est bon quoi. Ça, c'est le pire de l'Amérique. On vient d'avoir le meilleur de l'Amérique et là, on a le pire. Demander l'autorisation du père, quoi. Je veux que tu me donnes ta propriété féminine. Et un troisième défaut, j'en vois pas. Non, un troisième défaut, je sais pas, la musique de la Panthère Rose, moi... Ah, c'est marrant. Moi, c'est marrant. Ouais. Un troisième défaut, Alexander Skarsgård aurait dû avoir une histoire d'amour avec Rihanna, en fait. Vraiment. Il aurait dû y avoir une histoire d'amour cool dedans. Ouais. En tout cas, rassurez-vous, il y a quand même toujours des divergences entre Marie et moi, et notamment sur ce qu'on doit considérer comme crédible ou pas dans un film. Ça, visiblement, on ne sera jamais d'accord là-dessus. C'est pratique aussi la caméra qui filme le surfeur pile à ce moment-là. Bon, ça, il y en a de tous les trucs dans la vraie vie aussi. Hein. Des caméramans qui suivent chaque surfeur? Non, mais t'as toujours des vidéos qui ont été prises et tu te dis c'est pas possible qu'il y avait quelqu'un qui filmait à ce moment-là, quoi. Tu veux dire au moment où des aliens nous ont attaqués? Non, ou des moments où il y a des tsunamis, où il y a des catastrophes naturelles. Si tu veux. Si ça te fait plaisir. Tu es volontairement sceptique. Oui. Et moi, je suis volontairement I choose to believe. Non, mais parce que c'est censé être une vidéo amateur dans le film où, en fait, c'est pris depuis la vague. Oui, mais ça arrive dans les compétitions de surf. Oui, bien sûr, d'accord. Sure. Et surtout, on s'en fout, en fait. Oui, bien sûr. Mais il y a plein de moments où tu disais « Ah, bah c'est bien pratique. Ah, bah c'est bien pratique. » Et j'étais « Marie, tout est pratique dans un film. C'est le principe du scénario. Si c'était pas pratique, le film serait horrible. » Il y a pas mal de trucs qui m'ont fait rire aussi. C'était les sous-titres. À un moment, pour qualifier la meuf donc à qui il a essayé d'offrir le burrito au poulet, il l'appelle la burrito poulette. Et il y a aussi un moment où il est au téléphone avec elle et il lui dit « Il faut vraiment que tu te casses de là parce que vraiment, ça va être dangereux pour toi. » Et le titre, c'est « Barre-toi, ma belle. » J'ai beaucoup aimé. Ta scène préférée, Marie? Bah, il peut y en avoir qu'une, en fait. C'est les vétérans. Les vétérans qui apparaissent de nulle part et qui viennent sauver le monde. C'est clair. Et vraiment, c'est des vétérans, ils ont 95 ans. Il faut le préciser quand même. Ouais, ils sont c'est très, des vétérans de Pearl Harbor. C'est pas des vétérans de la guerre de l'Afghanistan, quoi. Ouais, non, ils sont vraiment en sale état. Ils sont croupissants. Ils ont été déposés ici par le bus de l'EHPAD, en fait.
Ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs. D'ailleurs, je me disais, c'est pas possible, il y en a au moins un ou deux qui a Alzheimer dans le lot, là. Il va se passer un truc tragique. C'est dark, putain. Moi, je suis obligée de saluer la scène où le vétéran de l'Irak se bat à main nue contre un alien et il fait sauter les dents de l'alien au ralenti. Déjà, c'est très drôle que l'alien ait des dents. Ouais, et c'est absurde. Ça, en fait, esthétiquement, ça ne rentre dans aucun autre moment de ce film. Ouais, non, c'est totalement... Mais tu sens qu'ils se sont amusés, ils se sont dit, allez, tu sais quoi, on y va. Ouais, mais ils ont bien raison. Et voilà, je veux les saluer pour ça. C'était Amis. Merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous de nous écouter toutes les semaines. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de... Comme Cendrillon. Super. Un chef-d'œuvre. Mais alors vraiment, là, il y a zéro doute si tu penses pas que c'est un chef-d'œuvre, Amitié finie, en fait. Ok, bah j'ai très hâte. Si vous découvrez ou redécouvrez ces merveilles du 7e art en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Vous le savez, on adore vous lire à chaque saison. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Il y a aussi un truc vraiment où on sent que toi, t'as besoin de te raccrocher à une certaine plausibilité scénaristique que clairement tu n'as pas trouvé dans ce film. Mais je suis ravie qu'au final, ça t'ait pas plus frustré que ça. Mais moi, je veux en savoir plus sur les motivations de ces aliens. C'est vrai, pourquoi ils sont là ? On sait pas. Enfin, si, parce qu'ils ont été appelés. Non, mais ils ont été appelés gentiment et ils viennent pour nous détruire tous. Mais en fait, moi, j'ai toujours un problème avec les films d'invasion d'aliens comme ça parce que je suis là, pourquoi est-ce qu'ils prennent tout cet effort, tu vois ? Il faudrait qu'on m'explique. Il faudrait un petit flashback où on voit des aliens sur leur planète et leur planète est en train de... Il y a le réchauffement climatique parce qu'ils ont vraiment développé un complexe industriel beaucoup trop puissant et ils sont en train de détruire leur propre planète. Donc, ils vont en détruire une autre pour pouvoir l'habiter, ce qu'on va faire bientôt. Et pour finir... Je me dis, si j'avais une bite, là, j'apprécierais encore plus. Bah, franchement, ouais, en vrai.